Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation du Grand Prix E3. On va revenir un petit peu sur le parcours de cette édition 2025. On parlera de la météo, stratégie, palmarès, équipe au départ également. Et puis bien entendu pour finir avec le programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée, quel est votre grosse cote, quel coureur vous allez suivre. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, et plus vous cliquez vite sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant rapidement. Et puis si vous n'avez pas vu une notification, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de la page YouTube de la chaîne directement pour voir les différentes vidéos. Puis n'hésitez pas à aller voir les playlists qui sont également en catégorie podcast, hein, pour ceux qui veulent les écouter dans les transports ou en allant au travail. Bon, Grand Prix E3, la course, j'irais dans sa construction qui est la plus similaire avec le Tour des Flandres. C'est-à-dire que dans les courses pavées, vous avez des courses, bon déjà vous avez les roubaisiennes, les flandriennes, mais vous avez des courses où la majorité des difficultés se trouvent en première partie de course et sur la fin c'est un petit peu plus calme, comme Kuurne. Gand est un petit peu dans le même scénario également parce que en gros, à 40 bornes, 45 bornes de la l'arrivée, vous n'avez plus beaucoup de difficultés. Vous avez des courses qui sont dans ce type-là. Vous avez des courses où on commence comme Kuurne aussi, où on commence très tôt les premières difficultés. Il n'y a pas vraiment de route d'observation. Et en fait, le Grand Prix E3, pourquoi on dit toujours que c'est un mini Tour des Flandres? Parce qu'en fait, c'est conçu comme un Tour des Flandres. La seule différence, c'est qu'on a moins de kilomètres de pavés et moins de kilomètres de course. Mais en gros, dans la manière de construire la course, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on a un début de course sans pavé, sur deux plats, un petit peu pour se mettre en route. Alors la différence du Tour des Flandres, c'est que ça ne dure pas pendant 120 km, 130 km. Ensuite, on a les premières difficultés. Souvent, on commence avec pas mal de pavés. Puis, un moment de transition, on va avoir pas mal de monts, certes, mais avec peu de pavés. Et un final très costaud avec un dernier secteur qui est dans les 20 derniers kilomètres. Il y a le Grand Prix E3 qui est comme ça. Il y a également le Het Nieuwsblad qui est aussi un petit peu pareil avec des pavés sur la dernière partie. Mais le Het Nieuwsblad sur la première partie de course, il ne se passe vraiment rien. Et c'est la différence avec le Grand Prix E3 où on a déjà quelques difficultés sur la première partie de parcours. Donc c'est la même approche de la course. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un mini Tour des Flandres. On dit aussi que c'est un mini Tour des Flandres parce qu'avant, c'était le dernier rendez-vous avant le Tour des Flandres. C'est vrai que maintenant, c'est un peu moins le cas parce qu'à travers la Flandre a pris beaucoup plus d'importance. Mais il y a encore 10-12 ans, en gros, le Grand Prix E3, c'était le dernier grand rendez-vous parce qu'on savait que Gand, il y avait la plupart des coureurs qui venaient à Gand, mais le parcours étant encore une fois très différent du Grand Prix E3 et du Tour des Flandres. Ce qui fait qu'en gros, à Gand, tu savais très bien que même s'il y avait un Cancellara qui venait, même s'il y avait un Tom Boonen qui venait, en gros, il ne jouait pas la gagne, il jouait plutôt pour les équipiers, à part si les circonstances de course faisaient que. Alors que sur un Grand Prix E3, tu savais qu'ils venaient là pour faire une démonstration et pour marquer leur territoire par rapport à leurs adversaires. C'est le principe du Grand Prix E3. En gros, le Grand Prix E3, c'est de montrer sa force par rapport à ses adversaires. C'est d'impressionner et c'est de faire peur. Voilà, c'est le principe du Grand Prix E3. Et oui, on retrouve, on va retrouver on va retrouver pas mal de leaders. Alors, même si cette année, c'est vrai que la liste de départ est presque faible. Pogacar n'y est plus. Casper Asgreen n'y est pas non plus pour cause de maladie. Il ne sera pas non plus sur le Tour de France et sur Paris-Roubaix. Un peu le même problème que Christophe Laporte. Mais on n'aura pas tous les leaders, mais on aura quand même du beau monde. Il peut y avoir une course intéressante du côté de ce Grand Prix E3. On regarde tout de suite le parcours de la course de ce Grand Prix E3 tout de suite. Voilà. Donc, le Grand Prix E3, c'est entre Harelbeke et Harelbeke. 209 km, donc comme vous le voyez, c'est plus simple que le Tour des Flandres. Et avec une 25 premiers kilomètres, où ça va être plutôt tranquille. Et puis même, on peut le dire que jusqu'à Geraardsbergen, en gros, il ne va pas se passer grand-chose. Les premiers secteurs sont surtout là pour se mettre en jambes.
c'est pas là où on aura les grosses difficultés. Les grosses difficultés, elles arrivent après. On voit quand même que les premiers secteurs sont des secteurs plats. Il faut le signaler, hein, le Holleweg, le Paderstraat, notamment, sont des secteurs plats. Et ensuite, que le Malbarostraat également sur la deuxième partie de course sont des secteurs à plat. En gros, tous les secteurs sont pas en montée. On a 4-5 secteurs en montée. Le reste, ce sont plutôt des secteurs plats. Voilà quand vous voyez la course. Et vous voyez que le dernier secteur est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de Harelbeke, hein, l'enchaînement Warant-Teigenberg. C'est une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis on a également le vieux Quarmont au programme de cette journée. Rapidement le parcours, donc vous voyez, on va faire des nœuds. On est entre Harelbeke et Zottegem, en gros, mais on va énormément tourner dans la même zone, hein, dans la zone des secteurs pavés. Du côté de cette journée, on est sur peut-être le parcours le moins étendu presque des classiques flandriennes, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps dans le même secteur de course, qui fait qu'on peut aussi se perdre un petit peu, hein, dans ce parcours. Les différentes côtes du secteur, donc on a 6 secteurs pavés qui sont parfois en montée mais pas toujours, mais on a 6 secteurs pavés et on a donc des monts. Ça commence avec le Katteberg, 750 mètres à 6%, on est au kilomètre 28,2. Et puis la plupart des secteurs sont dans la deuxième partie de course, notamment la Houppe, 1880 mètres, pente moyenne à 4,8%. Je crois que la Houppe, on l'avait vu du côté de Kurn. Le Canariberg, qui n'est plus au programme d'À travers la Flandre, mais qui est au programme de ce tour de cette E3 Saxo Bank classique, de ce Grand Prix E3, 1005 mètres, hein, parce qu'il y a une petite erreur, pente moyenne 7,7, pente maximum 14, puis ensuite toujours faire attention après le Canariberg, mais on enchaîne assez vite. Canariberg avec le Oude Kruisberg, 800 mètres à 4,8%. Ça, c'est au kilomètre 100, c'est-à-dire quasiment au niveau de la mi-course. On a ensuite le Knokteberg, pardon, 1260 mètres, 7% de moyenne, 13 en passage max. Et puis on enchaîne avec le Hautonberg au kilomètre 111. Donc vous voyez que ça s'enchaîne pas mal entre la Houppe et le Hautonberg. Hein. On va enchaîner 5-6 secteurs en très peu de kilomètres. Et puis après, il y a de nouveau une pause avec le Korteker. Voilà, dans un premier temps. Alors Korteker, je crois que c'est 118. Hein. Je crois qu'il y a une erreur. On est au kilomètre... ouais, on est au kilomètre 124 précisément. Bon, on me dit le Korteker. Voilà, selon ce petit plan-là. Et puis, on va avoir le Teigenberg. Ensuite, on a le Bergsteine, le Bonneberg. Donc là, vous voyez, hein, toujours des pentes intéressantes. Alors, le Teigenberg, pente max à 16%. Et puis, le Eikenberg à 10%. Eikenberg qui est pavé, hein, pour moi, si je ne me trompe pas. Le Teigenberg est pavé et le Eikenberg est pavé aussi. Je ne me suis pas trompé, vous l'avez en photo ici. Voilà, vous voyez, pavé, pas moche, mais avec de la pente, c'est compliqué. On enchaîne ensuite avec le Stachenberg, qui lui n'est pas pavé, le Stachenberg, mais son départ est technique parce qu'on a des petits virages et notamment des passages de voies de chemin de fer. Et on enchaîne assez vite. Stachenberg, donc là on est à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Kapelberg, là on est vraiment dans les 50 derniers kilomètres. 750 mètres à 7,1% de moyenne, 14 en passage max. Et vous voyez, c'est pas large et c'est pas très propre. Pourquoi? Parce que bah, vous avez des arbres, hein, donc en gros c'est pas droit parce que les racines d'arbres, elles font comme ça. Voilà, elles poussent les pavés, donc les pavés sont pas extrêmement droits à cause de ces racines d'arbres qui sont proches du bord de route, hein. C'est ce qu'on voit également parfois sur certaines nationales en France où vous avez ces arbres-là et ça a un peu soulevé le goudron. Donc là ça fait pareil avec les pavés. Et puis bah, forcément on peut avoir également un petit peu d'humidité persistante.
Le Paterberg, 400 mètres, c'est là où on a les plus gros pourcentages. Le Paterberg, vous voyez, c'est court. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur? 20%. Voilà, et c'est vraiment un enfer, le Paterberg, qu'on retrouvera, bien entendu, sur le Tour des Flandres. Et puis, le Hout de Quarmont, ou le vieux Quarmont, bien entendu, le secteur le plus long de Belgique, le mont le plus long de Belgique, 2200 mètres, 11,6 en pourcentage max, 4% en pourcentage moyen. Il y a deux portions, en fait, comme vous le voyez là sur le plan. Du Hout de Quarmont, vous avez cette première partie qui est dure. Ensuite, il y a un replat et ça remonte vraiment sur la fin, très sévère. Il faut faire vraiment attention. Après le vieux Quarmont, on enchaîne assez vite avec le Karnemelkech. Le Karnemelk-Beckstraat. Passage max, 18%. Donc là encore du costaud. Et puis on termine avec le Teigenberg. Et là, vous voyez, c'est asphalté, mais avec des gros pourcentages. Donc ça fait mal. Et puis le Teigenberg pour finir cette journée. Voilà, qui sera bien compliquée pour les coureurs. On regarde la météo rapidement avec la carte. La météo, temps nuageux avec un risque de pluie important. On est entre 50 et 65% selon les différentes communes traversées. Vent à dominante ouest, mais parfois il est nord-ouest, parfois il est sud-ouest, donc c'est pas encore totalement clair. Entre 15 et 30 km/h, on a un vent d'ouest, donc c'est-à-dire qu'il sera de dos à l'aller, et ça veut dire qu'il sera de face sur la dernière partie. Ça peut avoir son importance si on est dans un petit groupe, parce qu'on peut l'avoir pas mal de face. Donc il faudra faire attention à cela. On regarde tout de suite l'histoire de la course, le palmarès de ces dernières éditions. Alors l'an dernier, c'était victoire de Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé devant Jasper Stuyven et Wout van Aert. Van Aert, lui, s'était imposé en 2023 et 2022. En 2023 devant Van Der Poel et Pogačar. En 2022 devant Laporte et Stefan Kung. Kasper Asgreen lui avait gagné en 2021 face à Sénéchal et Van Der Poel. Particularité de cette épreuve, comme de nombreuses épreuves flandriennes, elle n'a jamais été remportée par un Français. Le meilleur classement est une deuxième place. On a eu également Terpstra-Stibar. C'était le lieu sacré de Tom Boonen. Pendant des années, il était imbattable sur ce Grand Prix E3. Cancellara également a gagné à 3 reprises, mais Tom Boonen a gagné à 5 reprises. Alors on a eu quelques vainqueurs surprises. Kurt Arvesen, Steven de Jong également, ou Dario Pieri. Parmi les vainqueurs un petit peu surprises. Cipollini avait gagné l'une de ses premières grandes courses, grandes classiques, du côté du Grand Prix E3. Et puis Jan Raas avait fait un triplé, 79, 80, 81. On a eu également Rick Van Looy qui l'a gagné à 4 reprises. Cette course, on a eu également Roger de Vlaminck ou encore Walter Planckaert. Voilà, parmi les coureurs qui ont gagné sur cette épreuve. Et Eddy Merckx ne l'a jamais gagné. Pourtant, la course a été créée en 58, donc Eddy Merckx aurait pu gagner cette course. Mais Eddy Merckx, au mieux, a fait deuxième. C'était en 72, donc c'est l'une des rares grandes courses internationales que n'a pas gagné Eddy Merckx. Et qui existait à l'époque d'Eddy Merckx, parce que c'est sûr que l'Estrade Bianche et Eddy Merckx n'a pas gagné, mais en même temps ça n'existait pas à l'époque d'Eddy Merckx. Donc c'est aussi une particularité de cette épreuve. La stratégie, que faire pour gagner la course? Il faut s'économiser. Je pense que sur la première partie de course, ce qui est très important, c'est qu'il faut économiser énormément d'énergie sur la première heure 45 de course. Malgré les pavés, malgré les petites sections, il faut essayer d'éviter de manger beaucoup de vent. Et il faut essayer d'économiser le maximum d'énergie parce que ça vous servira forcément sur la fin de course. C'est sur la fin de course que les différences vont se faire. Et comme sur le Tour des Flandres, avoir des qualités de puncher, c'est pas mauvais sur ce type de parcours-là, parce qu'avec les pourcentages, ça peut faire très mal. C'est sûr que le vieux Quarmont devrait être encore une fois l'un des moments importants de cette épreuve. Et c'est une course où normalement, contrairement à un Gand VV de Game, où même si vous êtes dans une journée
peut-être pas exceptionnelle, vous pouvez vous en sortir. Là, non. Il faut être dans une bonne journée pour gagner le Grand Prix E3 parce que ça va se faire à la pédale. Les grands écarts vont se faire à la pédale. Ne pas oublier que les derniers secteurs sont les plus durs, c'est-à-dire les secteurs dans les 50 derniers kilomètres sont les plus compliqués. Donc c'est vraiment sur la fin de course que ça va être difficile. On regarde tout de suite la liste de départ. Alors, rapidement, voilà la liste de départ. Elle est à jour, la liste de départ, à 18h40. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes jeudi. Mathieu Van Der Poel sera au départ avec Sylvain Didier et Gianni Vermeersch dans cette course. Donc pas de Philipsen, pas de Caden Groves non plus. Alors de toute façon, Caden Groves était sur le Tour de Catalogne, mais il n'y aura pas de Caden Groves. Du côté du AE, on aura Florian Vermeersch qui a été très performant ces derniers jours. Morgado Molano. Également au départ, on aura Van Aert du côté de la Visma avec Jorgensen. Ça c'est vrai, ça va être intéressant de suivre ce duo-là parce que voir comment ça va se passer entre les deux. Voilà, ça c'est une grande interrogation que je me pose. Comment ça va se passer entre les deux dans leur gestion de course. On aura également du côté de cette épreuve la Soudal Quick-Step avec une équipe très jeune, Lamparty, Pepijn Reindering, Dries Van Gestel qui est presque le plus expérimenté de cette équipe sur ces courses-là. Intermarché vient avec Binyam Girmay, au départ Hugo Page et Adrien Petit. Du côté d'Astana, on vient avec Aaron Gate, avec Fedorov, encore Mike Tennyson. Bahreïn vient avec Mohoric, Bulutomesso ou encore Robert Stannard et Fred Wild qui a fait 10e. Fred White il y a quelques jours d'une classique belge, j'ai oublié laquelle. Du côté de la Red Bull Borans Grohe, on a Lorenz Pitti. Est-ce qu'on va enfin le voir? Parce que le début de saison était très discret avec Welsford et Lascano. Welsford qui a été présent du côté du Depan Bruges, Depan classique. La Cofidis vient avec une équipe sans beaucoup d'ambition, notamment Ludovic Robit et Maison Nob et Mederen. Du côté de la Décathlon, on vient avec Oliver Nezen et Dries de Bondt. De nouveau, Oscar Chamberlain. Bon, que vient-il faire dans cette bagarre? Il y aura également, dans cette galère, il y aura également Aurélien Paré-Peintre. Voilà, parmi les coureurs assez surprenants. EF vient avec Albanese, Michels et Nelson Poles. Du côté de la Groupama, on vient avec Stephen Kung et Valentin Madouas, comme habituellement Lewis Husky. Du côté de la Ineos, on vient avec Ghana, Foss ou encore Tarling sera au départ. La Lidl vient avec Mats Pedersen ou encore Jesper Stuyven et Tim Thorne Tuttenberg. Du côté de la Movistar, on vient avec Garcia Cortina, Northgard. Au départ, Emilesi. Olar, à un moment, était pressenti. Enfin, je sais pas, il y avait Orlar qui était marqué, il a été dégagé. La Picnic Postenel vient avec Vandenberg et Kevin Vermarke. Du côté de la Jayco Alula, Michael Matthews et Maxwell Scheid. Du côté d'Arkea, on vient avec Luca Mozzato, Amaury Capiot et Pierre Thierry. Du côté de la Lotto, on vient avec Geno Beckmoes et Stéphane de Schrutener. Vestrofier, Segart, mais pas d'Arnaud Delis, qui à un moment était indiqué également sur la liste de départ et qui a été supprimé. Israël vient avec Van Asbrock, vient avec Joseph Blackmore également, qui a remporté le Tour de l'Avenir, et Jack Stewart. Donc je crois qu'on ne savait pas trop qui bien mettre dans cette équipe. Uno X vient avec Abramson, ou encore Anders Carset et Rasmus Tiller. La Tudor vient avec Trentin, toujours dans les bons coups, et Mayhofer. La Total Energy vient avec Alexis Brunel, Sandy Dujardin ou encore Thomas Gachignard ou Turgis. La Q36 vient avec Fabien Cresten et Yannick Stemmle. Et puis la Flanders baloise qui vient avec Alex Coleman, avec De Weert, mais pas de Victor Vercouilly au départ. Donc on n'aura pas Victor Vercouilly dans l'échappée. Ça c'est déjà une information que je peux vous signaler. Du côté de mes favoris pour cette épreuve, j'ai mis Van Der Poel parce que vu ce qu'il a fait sur Milan-San Remo, et là ça risque d'être costaud quand même d'aller le chercher, d'être en capacité de le battre. Je mets Pedersen.
On peut peut-être partir du principe que Milan-San Remo, ça s'est pas goupillé comme il le souhaitait et qu'il était peut-être pas dans une grande journée à Milan-San Remo, donc ça ira peut-être mieux du côté de cette épreuve. Et puis Ganna, bah, vu ce qu'il a réussi à faire sur les montées de Milan-San Remo, il va falloir quand même se méfier de l'Italien. Et puis n'oublions pas Matteo Jorgensen, lui il a été bon sur Paris et Nice. Non, certes, il va falloir se remettre sur les pavés, mais bon, c'est Matteo Jorgensen, il sait un petit peu tout faire. À suivre, Van Aert. C'est terrible de dire ça, mais Van Aert n'est qu'un coureur à suivre, n'est pas un favori du tout sur cette épreuve. Ça fait un peu mal au cul, mais bon, c'est comme ça. Jordi Meeus, j'avais bien aimé son Tour de l'Algarve à Jordi Meeus. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec ses progrès en boss. Stuyven, qui a été très bon. Il y a quelques jours, et puis pas Gianni Vermeersch, bon on aurait pu mettre Gianni Vermeersch, mais Florent Vermeersch qui a été très bon sur ses dernières sorties, le coureur de UAE, donc c'est un coureur qu'il faudra suivre du côté du programme télé. C'est surtout départ du direct sur HBO Max à partir de 14h, Eurosport 2 ça sera seulement à 16h, donc après la course du Tour de Catalogne. Je ne sais plus si la chaîne L'équipe a les droits de cette épreuve. Je crois pas, hein. Je crois qu'ils ont les droits que de gants. Je crois qu'ils n'ont pas les droits du côté... Je ne sais même plus s'ils ont encore les droits de gants parce qu'ils ont de moins en moins de cyclisme du côté de la chaîne L'équipe. Le cyclisme se réduit de plus en plus sur cette chaîne de télévision. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous on se retrouve demain soir, à la fois débrief du Tour de Catalogne, à la fois débrief de cette épreuve. Et puis pour les classiques flandriennes, on se retrouvera samedi pour faire la présentation de Gand, qui sera encore une fois un nouveau grand rendez-vous de la saison. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!